Vous avez du mal à dormir la nuit, vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit et vous avez du mal à vous rendormir, ou alors vous avez un sommeil agité. Vous êtes peut-être victime du trouble du sommeil. C'est un trouble qui peut être causé par plusieurs facteurs, comme le stress, le surpoids et d'autres choses. Mais lorsque ce n'est pas pris en compte, ça peut avoir de graves problèmes sur la santé. Et aujourd'hui, dans Les Femmes d'ici, on braque nos projecteurs sur le trouble du sommeil qui nous arrive très fréquemment, mais qu'on néglige. À tout de suite. Bonjour à vous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici. Un plaisir d'être encore en votre compagnie pour ce rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour mes chéris. Hello, comment ça va les filles? Ça va très bien. Ça va? Et vous? Ça va. Ça va. La semaine est presque finie. Ouais. C'est ça, on avance. C'est important. On va pouvoir dormir. Exactement. Et d'ailleurs, on parle. T'as vu mon petit segway, ma petite transition. On parle de troubles du sommeil aujourd'hui, les filles. Alors, je ne sais pas si ça vous concerne, mais je pense que ça concerne énormément de personnes. Après, il y a différentes formes de troubles du sommeil, on va en parler, mais surtout le fait de ne pas bien dormir ou de ne pas avoir une très bonne qualité de sommeil ou des insomnies de temps en temps. Est-ce que c'est votre cas? Franchement, moi, c'est quand j'ai trop de choses à faire que je ne dors pas du tout. C'est-à-dire, je suis constamment... C'est quand t'as la tête pleine, tu veux dire? Exactement. J'ai une tête stressée, j'ai trop de choses, j'ai des tâches, j'ai du boulot. Et là, je ne dors pas. Mais sinon, en temps normal, j'arrive à dormir. Après, qu'est-ce que j'appelle en temps normal? C'est ça. C'est ça. Peut-être que je ne respecte pas forcément, mais pour moi, comme c'est une habitude, je pense que je dors bien. Tu considères que la plupart du temps, mais la plupart du temps, ça va. Alors, moi, j'ai tendance à me considérer comme insomniaque parce que je dors difficilement, quotidienne. C'est tous les jours. C'est pas. Il y a des moments où c'est plus grave, où je peux rester éveillée jusqu'au matin, par exemple, où je ne ferme pas du tout les yeux de la nuit, où je vais commencer à dormir à 4 heures et me lever à 6-7 heures, en fait. Ouais. Et t'as pas de problème? Tu penses pas à des choses? Au départ, je pensais que c'était peut-être lié au stress. Mais il faut savoir que j'ai commencé à constater que je n'arrivais pas à bien dormir quand j'étais en terminale. Donc ça date, j'avais 18 ans. Longtemps. J'ai commencé à réaliser que je ne dormais pas correctement comme tout le monde. Pendant que les gens dormaient, moi, je faisais la garde. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai essayé à une certaine époque des somnifères. Après, je me suis dit, il faut que j'habitue mon corps à dormir. T'es fatigué, tout ce que tu as envie, c'est dormir, mais tu n'y arrives pas. Et je peux vous assurer que c'est très difficile. C'est très difficile de ne pas dormir. Et j'ai souvent des périodes où je dors beaucoup aussi. Ah d'accord, donc tu as les deux... Voilà, j'ai des périodes où je quand dors tu dis beaucoup, c'est combien Dès que je me couche, en fait, je dors. Et quand tu dis beaucoup, c'est combien d'heures? C'est, par exemple, je vais dormir à 19h et je vais me réveiller le lendemain. Sûr? Je vais vraiment avoir un temps de sommeil qui est vraiment très... D'accord, c'est parti. Donc voilà, j'ai hâte de savoir comment est-ce que je peux faire. Oui, il y avait des astuces naturelles comme boire du lait chaud avant de dormir que je faisais, qui marchaient au départ, mais qui ne marchent plus parce que mon corps s'est habitué à ça. Et les somnifères, c'est non parce que quand on commence, on ne peut pas s'arrêter, on a tendance à augmenter les doses. C'est un peu addictif aussi. Alors, moi, j'ai grandi avec une mère qui était insomniaque, mais chronique. C'est-à-dire, je crois qu'elle dormait 2 heures, 3 heures par nuit, voire 4 au meilleur des cas, toute sa vie. Elle était un petit peu abonnée aux somnifères pendant quelques temps. Elle a arrêté aussi parce que c'est pas bon pour la santé à long terme. Et puis, ça crée d'autres formes d'angoisse aussi. Et puis, c'est addictif, comme je le disais. Et je pense qu'il y a d'autres méthodes qu'elle a utilisées un peu homéopathiques qui fonctionnent un petit peu, mais en réalité, elle n'a jamais vraiment réglé son problème. Et pour elle, je pense que c'est vraiment lié à l'angoisse. C'est une femme très angoissée. Donc, je pense que c'est lié à l'angoisse. En tout cas, c'est mon analyse de la chose. Moi, personnellement, ça va, Dieu merci. Je dors 8 heures par nuit, 7-8 heures. D'ailleurs, quand je dors moins de 7 heures, ça se ressent tout de suite. Mais par contre, un peu comme qu'a dit, de temps en temps, si jamais je suis très stressée, il y a peut-être quelque chose qui se passe, quelque chose dans l'air ou peut-être un challenge, oui, ça va me garder éveillée quelques heures. Ça arrive, mais c'est rare. Et le lait, ça marche. Moi, le pire, on me dit comment je fais. Dès que je me couche net plou, je suis partie. Ah non, moi, je dors. Moi, parfois, j'ai l'impression que je suis couchée, mais mon cerveau n'arrête pas. Ouais. C'est ça, en fait, c'est parce que tu penses à plein de choses. Ton cerveau n'arrête pas. Tu essaies de taire la voix qui est dans ta tête. Franchement, j'espère qu'on va trouver des solutions pour toi. On va trouver une solution. Alors justement, on a porté la question sur la place publique. Que faites-vous, vous, quand vous avez des troubles du sommeil, des insomnies en particulier? On va écouter quelques-unes de vos réponses dans ce micro-trottoir.
Ah, moi, quand j'arrive pas à dormir, j'aurai la télévision puis je me mets à dormir. Ouais, mais sauf qu'il y a des émissions que je regarde, après ça me fatigue, puis je dors, voilà. Comme le journal, par exemple. Voilà. Ben, j'écoute la musique, soit je regarde la télévision, tout simplement. Ça te permet de dormir. Comment? Ça te permet de dormir. Ouais. Après, au fur et à mesure, tu peux dormir, ça fait. Lorsque je suis confronté à un cas d'insomnie, pour retrouver le sommeil, d'abord, il y a la télévision. La télévision, quelque part, peut quand même nous apporter un petit bout de sommeil. Et il y a aussi le fait que lorsqu'on est sorti du boulot, on est fatigué, vraiment on se sent lourd dans le corps, tout de suite le sommeil peut nous prendre. Mais aussi, quand tu es fatigué, tu prends, parce qu'il y a des fois des personnes, lorsqu'ils prennent leur bain, automatiquement le sommeil arrive. Et aussi facilement, tu te trouves sur ton lit, les minutes qui vont suivre là, même si tu n'as pas sommeil, ça va te prendre. Moi particulièrement, quand je suis confrontée à un cas d'insomnie, j'allume la télé, j'essaie de me distraire et puis le sommeil vient tout seul. Voilà. En fait, je ne savais pas que la télé, là, ça marchait autant. En tout cas, ça ne marche pas pour moi. En tout cas, impossible de dormir avec la télé. En plus du bruit, il y a la lumière déjà, parce qu'il me faut dormir dans le noir complet. Donc, il y a le bruit, il y a la lumière et non. Moi, c'est pareil, j'arrive pas. Moi, j'avoue que maintenant, si ça bon, après, moi, je dors bien, mais je veux dire que moi, mon époux, lui, il est insomniaque aussi, hein, il est un peu comme toi. Mais lui, il faut qu'il regarde forcément un film. Pour s'endormir devant. Moi, parfois, ce qui me marche, c'est la lecture. Quand je me mets à lire, là, après, je m'endors un peu plus facilement. Moi aussi, ça marche un petit peu. Ah oui, la lecture. Tu sais, tous les écrans, la lumière. Et puis les zikrs. Moi, quand je zikre, c'est vrai. quand tu commences à zikrer, là, tu dors. C'est-à-dire que tu prends les zikromètres électroniques, là, comme ça, pas forcément un chapelet, tu vois, et quand tu commences, tu dors. C'est parti. C'est peut-être une technique, oui. Oui, il faut essayer ça, déjà. Alors, on va en parler avec nos invités que je vais maintenant appeler sur ce plateau. On aura Edwin Sika, il est pharmacien. Il sera accompagné de Jean Jaurès Yobois, qui est psychologue. Et avec eux, on va parler des troubles du sommeil. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue, vous allez bien? Merci. Oui, très bien, et vous? Ça va. Écoutez, merci d'être avec nous. Alors, juste avant de vous donner la parole et donc d'évoquer avec vous la question des troubles du sommeil, qui, je pense, va impliquer beaucoup de personnes qui nous regardent, je vous propose de regarder ce petit explicatif, justement, des différents troubles du sommeil préparé par Karine Cassi. La modification de l'environnement de sommeil, le stress, l'alcool et bien d'autres facteurs occasionnent parfois la somnolence. Les troubles du sommeil sont divisés en 3 principaux groupes, les dysomnies, les parasomnies et ceux liés à d'autres maladies. Les symptômes diffèrent donc en fonction du type de trouble. Chez les dysomnies, l'individu a souvent une augmentation du temps d'endormissement, des réveils nocturnes fréquents et des réveils matinaux précoces. Les parasomnies, elles, sont des événements indésirables qui surviennent pendant le sommeil, indiquant souvent des comportements particuliers comme le somnambulisme, les terreurs nocturnes ou encore les éveils confusionnels. Et quant aux troubles du sommeil liés à d'autres maladies, il est fréquent de constater chez le patient des dépressions saisonnières occasionnant des réveils matinaux précoces. Une insomnie temporaire peut durer jusqu'à 3 semaines. Au-delà, on parle d'insomnie chronique. Lorsqu'on devient mauvais dormeur, il est conseillé de consulter un médecin pour limiter les risques cardiovasculaires. Alors, moi, ce que j'ai envie de poser comme première question, c'est qu'est-ce qu'un sommeil normal? Et bon, ça dépend, vous pouvez... Un sommeil normal, c'est un sommeil qui est récupérateur, en fait. C'est-à-dire, lorsque vous dormez 6 à 8 heures par jour, enfin, le soir, et que le matin, lorsque vous vous réveillez, vous vous sentez en pleine forme, suffisamment au top pour entamer la journée, c'est ce que j'appelle un sommeil normal. D'accord, il n'y a pas un sommeil qui n'est pas interrompu, un sommeil qui passe crème, quoi. D'accord. En fait. Oui, on ne s'est pas réveillé plusieurs fois dans la nuit. Plusieurs fois dans la nuit, c'est-à-dire vous n'avez pas eu de difficulté pour vous endormir, vous vous êtes réveillé avec la pêche et la journée peut commencer. Pour moi, c'est un sommeil normal. Il n'y a pas d'heure fixe, genre 6h à 7h, 8h à 9h Entre 6h30 et 8 heures de sommeil. Pour un adulte, hein, c'est ça? Oui, pour un adulte et par jour. Par jour, voilà. Donc clairement, Didia, tu ne rentres pas dans la catégorie de sommeil normal. Pas du tout. Et est-ce que c'est normal? Enfin, il faut combien de temps pour s'endormir? La période d'endormissement doit durer combien de temps? Je pense que ça dépend de ton état juste avant de dormir et également de chacun.
de chacun parce que moi, je peux m'endormir en 10 minutes si je suis super fatigué ou prendre le temps pour moi, c'est-à-dire laisser tout ce qui est écran, tout ce qui est téléphone, prendre le temps pour me relaxer et le sommeil vient, voilà. Non, mais je pense que tu veux dire, à partir du moment où on décide de s'endormir, c'est-à-dire combien de temps après, si le sommeil n'arrive pas, quand est-ce qu'on considère que c'est pas normal? C'est-à-dire, je suis là, couchée, j'essaye. Normalement, on ne devrait pas décider de s'endormir. C'est un phénomène naturel. C'est vraiment les yeux qui se venir comme ça, naturellement. Je me dis pas, bon, OK, je dors à 22h aujourd'hui. Ça même, déjà, c'est un stress que vous mettez. Ouais. Donc, le sommeil même ne viendra pas parce que déjà, vous avez l'idée de vous endormir forcément. Donc, ça doit venir naturellement parce que ça fait partie de la journée. Ça fait partie de la journée, c'est la finalité. Donc, normalement, moi, je peux avoir une grosse journée de boulot et je viens, je mange, je me douche et je me sens fatigué, je me couche et je m'endors. Comme d'autres personnes qui prennent le temps pour elles, qui sont couchées et le sommeil vient petit à petit. D'accord. Vous voulez ajouter OK. Je veux donc revenir sur la première question pour définir un peu ce que c'est que le sommeil. Bon, on le définit de façon superficielle, mais il faut bien le dire, le sommeil a une origine, en fait, on va dire qu'il est sous-tendu par quelque chose, par un mécanisme physiologique, parce que c'est ce que nous voyons, mais à l'intérieur, il y a un mécanisme physiologique qui est à la base donc, du sommeil. Et il faut donc l'expliquer par deux principaux mécanismes. Et il y a le processus homéostatique et le processus circadien. En fait, le processus homéostatique, c'est une sorte de pression. En fait, c'est la pression du sommeil. Vous voyez que le jour, quand nous nous levons, nous sommes en éveil. Vous et moi, en ce moment, nous sommes en éveil. Et plus nous avançons dans la journée, nous recevons dans notre organisme une substance qui est l'adénosine. Cette substance, de façon progressive, s'accumule dans notre organisme. Et jusqu'à la tombée donc, de la nuit, nous avons donc cette substance, ça doit atteindre un certain pic. Et à la tombée de la nuit, il y a l'obscurité qui va donc favoriser aussi la sécrétion d'une autre hormone qui est la mélatonine, qui va donc sécréter la mélatonine, qui est l'hormone en fait du sommeil. Voilà. Donc de façon naturelle, nous évoluons donc vers le sommeil jusqu'à certainement vers 22 heures pour la plupart du temps. Donc de façon naturelle, comme mon frère à côté l'a si bien souligné. Et donc nous allons entrer donc dans le sommeil. Et cela se fait de façon naturelle. Et donc le sommeil ici consiste en quoi? Cela consiste à une perte soudaine, ou bon, on ne va pas dire soudaine, mais de façon progressive, mais de façon temporaire d'une conscience que nous avons donc de notre environnement, mais cela a des intervalles réguliers. Voilà un peu comment se manifeste le sommeil, mais il faut aussi dire que cela se fait sous l'impulsion d'une horloge que nous avons dans notre organisme, donc logée au niveau donc, du cerveau. Et cette horloge-là est influencée par le sommeil, la lumière et du jour, mais aussi l'obscurité de la nuit. Et donc, la nuit, on voit que nous allons vers le sommeil. Le jour, nous allons vers, donc, comment on appelle, l'éveil. Et voilà, donc, il y a un cycle qui se met en place sur 24 heures. Donc, si c'est le cas, les personnes qui ont du mal à dormir la nuit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est lié au fait que la substance qui doit être sécrétée tout au long de la journée ne se sécrète pas comme il se doit? Est-ce que c'est lié à la mélatonine, pareil, qui n'est pas sécrétée la nuit? Comment ça se passe en fait? Comment ça peut s'expliquer? Bon, à ce niveau, la journée, il y a des hormones qui sont sécrétées pour nous tenir en éveil. Et parmi ces hormones, nous avons l'adrénaline, nous avons aussi d'autres hormones qui jouent donc l'effet de nous maintenir en éveil. Et au moment de la journée, comme on le dit, de façon progressive, il y a l'adénosine
qui s'installe de façon progressive jusqu'à ce que notre cerveau soit submergé et de sorte que, au moment du sommeil, cette substance qui est contenue dans notre cerveau soit de façon progressive dissipée. Donc, pour laisser place comment on appelle, à l'autre hormone, donc l'hormone de l'éveil, qui lui aussi se met en place un tout petit peu dans la nuit jusqu'à ce que nous atteignions donc la journée. Mais ce qui va se passer, quand nous prenons par exemple le cas du stress, puisque vous parliez tout à l'heure du stress, le stress survient, quand il survient, c'est dans le cas où l'individu est face à une situation de joie ou de peine, voilà, de tristesse et autres, et même, si vous me le permettez, de gourmet. Oui, c'est ça, la tristesse aussi. Justement. Non, mais, je veux juste vous interrompre parce que moi, en l'occurrence, je ne suis pas une personne stressée. Oui. Quasiment jamais. C'est très rare. Et puis c'est constant, ton état. Et mon état, c'est régulier. Par contre, là où je suis entièrement d'accord, c'est que c'est vrai que quand j'ai une excitation qui est quand même forte, je ne dors pas. Parce que mon cerveau en ébullition, en fait, j'arrive pas. Oui. Mais je ne suis pas stressée et je ne prends pas de substances... je ne fume pas. Donc, moi, je me demande quelle est l'origine en dehors de tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... peut-être que c'est héréditaire, parce que... D'ailleurs, est-ce que c'est héréditaire? Parce que c'est vrai que mon père était un... Vous me permettez de finir? Oui, oui, allez-y. Voilà, d'accord. Donc, quand nous sommes en situation de stress, puisque là, notre organisme est face à une situation inhabituelle, alors l'organisme là va donc mettre en place un système d'alerte et qui va donc permettre la sécrétion d'une hormone, donc les hormones d'éveil, pour dire que nous sommes en alerte, il faut que nous soyons donc actifs. Voyez-vous que, normalement, c'est lors de la journée que les hormones d'alerte, comme on appelle la même, d'éveil, sont sécrétées. Alors qu'en situation de stress, surtout la nuit, ces hormones-là sont activées. Donc, d'accord. Vous comprenez? C'est un truc qui vient... Justement. Donc, voilà que là, nous sommes en éveil. Et puis, bon... on ne dort pas, on réfléchit, on pense à toutes sortes de problèmes, tout cela. Voilà. D'accord, mais ça n'a pas quand même... Oui, justement, en fait, héréditaire, finissant, puisque, madame, je pense que c'est tellement qu'il peut y avoir d'autres raisons que nous ignorons maintenant. Mais il y a plusieurs raisons. Vous savez même que quand on prend le cas des travaux à horaires décalés, on veut parler des travaux de rotation et autres, ou bien des travaux de nuit qui ne sont pas normalement des travaux qui conforment donc, voilà. À notre horloge aussi. Justement, vous voyez que là, il y a des situations qui se posent. Donc là, il y aura une désynchronisation de notre rythme biologique. Et donc, il y a un problème. Voilà, ça peut jouer. Il peut aussi se trouver, là aussi, il y a aussi une question différentielle entre les individus. Et ça, c'est au niveau donc du chronotype. Le chronotype, c'est quoi? C'est la préférence que nous avons de dormir soit tôt ou soit tard. Il y a des gens parmi nous qui dorment tard. Par contre, il y a des gens parmi nous qui dorment tôt. Comprenez que quelqu'un qui dort à partir de minuit, 1h du matin, il doit normalement se réveiller tard. Plus tard, oui. Voilà. Quelqu'un qui dort tôt, donc à partir de 20h30, 21h, il doit se réveiller tôt. Donc 5h du matin, il est debout. Vous voyez, donc, il y a ce genre de choses-là. Est-ce qu'on peut rappeler un peu les causes même des troubles du sommeil? Et de l'insomnie. Comme cause, déjà, il y a le stress qu'on a déjà cité. Oui. Il y a l'anxiété, je voulais rebondir là-dessus parce que le stress et l'anxiété, c'est deux choses qui se ressemblent mais qui ne sont pas forcément pareilles. Donc l'anxiété, c'est quoi? Je prends juste un exemple banal comme ça. Vous pouvez avoir un souci personnel qui vous tracasse, qui n'est pas forcément exprimé au quotidien lorsque vous êtes avec vos collègues et tout, mais qui vous tracasse à l'intérieur de vous et qui peut jouer en fait sur votre horloge du sommeil, et tout ça. Donc, il y a ces petits soucis-là. Donc, je citais le stress, l'anxiété et il y a aussi la prise de certains médicaments. Vous pouvez ne pas forcément indiquer cette cause parce que c'est quelque chose que vous faites de façon
mécanique et de façon en fait quotidienne, par exemple, qui devient une routine chez vous. Et vous ne pouvez pas tout de suite en fait l'indiquer comme cause de votre insomnie, alors qu'en réalité, ça peut être dû à cela. Il y a également aussi, je veux dire, l'heure à laquelle vous mangez, par exemple. L'heure à laquelle on mange. Et peut-être qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Donc, en fait, ce sont des petites choses en fait qu'on n'indique pas forcément comme cause de l'insomnie, mais qui sont des mauvaises habitudes en fait qui conduisent à ce trouble du sommeil. Alors, c'est bien, maintenant qu'on a identifié certaines causes des troubles du sommeil, dont de l'insomnie, je pense qu'on va pouvoir, après une page de pub, parler des solutions. Alors, que faire pour justement avoir un sommeil de meilleure qualité? On va en parler dans quelques instants. Reste avec nous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous êtes sur la nouvelle chaîne ivoirienne et dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. On parle aujourd'hui des troubles du sommeil, surtout de l'insomnie. Et nous sommes avec nos invités Edwin Sika, il est pharmacien, et Jean Jaurès Youbois, psychologue. Alors, dans la première partie, on a essayé d'évoquer un peu les causes des troubles du sommeil. Et maintenant, quand on est victime de ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, bon, je m'autorise en fait à prendre ma blouse de pharmacien. Allez-y, voilà. Il faut le faire. D'accord. Donc, en réalité, lorsque moi je reçois quelqu'un qui présente un trouble du sommeil, déjà il faut faire un interrogatoire pour comprendre en fait l'origine de ce trouble du sommeil. Parce que je pense que peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion de parler un peu des différents troubles de sommeil, comme c'est-à-dire les insomnies occasionnelles, les insomnies chroniques et tout. Ça peut être une insomnie occasionnelle. Donc, au cours de cet interrogatoire-là, je vais essayer de comprendre pourquoi cette personne a du mal à dormir ou a du mal à récupérer ou se réveille au cours de la nuit et tout. Et moi, je préfère en tout cas les approches non médicamenteuses. Lorsqu'on parle de solutions, j'indique toujours une approche non médicamenteuse. Pourquoi? Parce que les médicaments qui permettent de dormir provoquent généralement une accoutumance. Et cette accoutumance-là, si vous dépendez en fait d'un médicament pour pouvoir dormir, c'est encore plus grave en fait que l'insomnie. D'accord. Voilà, c'est comme une drogue. Donc, comme solution, moi, je pars sur les approches douces. La relaxation, comme je dis. Le soir, lorsque vous rentrez dans votre chambre, accordez-vous un moment pour vous-même. C'est-à-dire laissez tout ce qui est télévision. J'ai bien vu dans le reportage, des personnes arrivent à s'endormir avec la télévision. Mais après, c'est quelque chose qu'il faut étudier. Parce que moi, perso, je ne comprends pas. En tout cas, parce qu'il y a certaines personnes qui, au contraire, ont besoin de la télévision, d'un programme. En fait, il y a la lumière. En fait, quand tout à l'heure je parlais, la nuit, normalement, il faut pouvoir s'exposer à l'obscurité. C'est ça. Voilà. Et puis, il y a des types de lumières qui nous empêchent, en fait, de dormir. Vous voyez les lumières, je sais pas, de couleur bleue, voilà, qui sont des lumières qui ne favorisent pas le sommeil chez l'individu. Donc, il faut éviter cela. Voilà. Je pense que vous allez terminer, puis je vais continuer. D'accord. Donc, il y a cela. Il faut s'accorder en fait un moment pour soi dans l'obscurité. Pas l'obscurité totale, parce que l'obscurité totale également n'est pas forcément conseillé. Ça dépend, non? Oui, ça dépend en fait des personnes. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir avec. Il y en a qui ont peur aussi, que ça angoisse. Oui. Non, c'est vrai. Oui, l'obscurité aussi peut angoisser. Et l'angoisse aussi est une cause de l'insomnie. Donc, comme ça, dit comme ça, c'est vrai. Il faut préférer en fait les lumières douces, les lumières tamisées, comme on dit. Déjà, pour prendre le moment pour soi, pour digérer, pour se relaxer. Si ça devient difficile, il y a la phytothérapie aussi, qui a d'excellents en fait, moyens pour faciliter le sommeil. Des tisanes qui aident en fait à la sécrétion de la mélatonine, comme on dit. Et il y a toutes ces méthodes-là qui sont très douces, qu'on peut utiliser en fait pour retrouver un sommeil
réparateur, comme je dis, mais cela dans les cas d'insomnie occasionnelle. Parce que lorsque ça devient une insomnie chronique, il faut vraiment avoir l'avis d'un spécialiste, comme un psychologue, parce que ça peut être dû à un souci qui date de depuis longtemps, une anxiété qui vous tracasse, dont vous avez envie d'exposer, mais pas à tout le monde, à quelqu'un qui peut vous aider. Et petit à petit, je pense que le problème sera réglé. Voilà. D'accord, on va demander au psychologue. Le psychologue que je suis, donc... oui, j'ai enlevé ma blouse. Il a enlevé sa blouse, donc voilà. En fait, pour nous, il faut d'abord chercher à évaluer le niveau donc, de somnolence chez l'individu ou la crise donc, liée au sommeil. Voilà, donc il y a des tests qui sont soumis aux différents patients. Parfois même, vous allez même sur Internet aujourd'hui, il y a plusieurs tests qui sont là-dessus. Vous pouvez donc évaluer votre niveau de vigilance, de sommeil, ou même votre qualité de sommeil. Il y en a plusieurs. Il y a l'échelle d'Epworth, il y a l'indice de sommeil. Donc, il y en a plusieurs que vous-même, vous pouvez, en tapant, voir et puis essayer de faire. Mais le problème, c'est que il faut, à la fin, approcher donc un spécialiste qui vous aidera donc à interpréter le score que vous avez obtenu après donc, passation donc, de ce test. Et maintenant, pour le traitement, il y a des thérapies. Il y a des thérapies et celle qui est, je dirais, moi, la plus utilisée, la thérapie cognitivo-comportementale, donc qui va aider l'individu à lui-même trouver donc, le moyen de sortir de cette situation, donc en disposant, parce que s'il y a insomnie, s'il y a des troubles de sommeil, certainement que l'individu s'est mis dans une situation, peut-être une nouvelle situation, peut-être liée au travail ou à la vie quotidienne. Donc l'hygiène de vie de l'individu est certainement modifiée et c'est l'aider dans ce sens-là à sortir de là et à pouvoir donc obtenir donc, un meilleur cadre pour fonctionner. Et je pense qu'il faut aussi éviter de s'exposer à des milieux où il y a beaucoup de bruit. Vous voyez, parfois, des gens dorment avec la musique. Ils se disent qu'ils dorment avec la musique. Ça les berce. Voilà. Mais en réalité, vous êtes toujours connecté à l'extérieur, puisque vous entendez, est-ce que vous dormez? Bon, j'ai voulu, au départ, bon, c'est que c'est mais j'ai voulu donner l'architecture en fait du sommeil pour savoir que on part d'un processus, d'une étape à une autre. Et toutes ces étapes sont importantes au niveau du sommeil. Mais vous ne pouvez pas dormir, arriver à un certain niveau de votre sommeil, et puis vous réveillez et vous pensez avoir bien dormi. Non. Donc même si ça nous aide à nous endormir, par exemple, de regarder la télé ou d'écouter de la musique, en fait, c'est pas un sommeil qui sera aussi réparateur? Oui, non, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. C'est pas un sommeil de qualité. Voilà, parce que en fait, c'est la qualité du sommeil. En contact avec l'extérieur, avec le bruit et autres. Voilà. Alors, une question que je me pose, parce que vous avez évoqué des solutions à la fois des traitements plutôt liés à la phytothérapie, donc naturels, ou alors aller voir un spécialiste. Quand on a des troubles du sommeil, disons, qui sont peut-être moins extrêmes, qui interviennent de temps en temps, peut-être en fonction de l'environnement, est-ce qu'on peut quand même aussi essayer d'améliorer son hygiène de vie pour améliorer son sommeil? Oui, il faut dormir. Ça, c'est le conseil qu'on peut donner. Dormez. Vous voyez, en fait, il y a des gens... Le monsieur, il a sommeil, ou la dame, elle a sommeil. Elle a une voiture. Elle veut forcément rouler la voiture. Elle a pris peut-être de l'alcool, pensant que l'alcool peut régler le problème. C'est faux. Ça ne règle pas le problème. Pensant que le café peut régler le problème. Non, mais quand nous sommes... le café peut régler le problème? Oui, c'est-à-dire en prenant ça, pour ne pas dormir. Pour ne pas dormir, justement. Vous voyez que plus nous sommes en éveil, plus la pression du sommeil est grande. C'est ça. D'accord. Donc, il ne faut jamais aller contre, en fait. Voilà. Donc, quand vous avez besoin de dormir, il faut dormir. Peut-être 15-20 minutes, c'est quand même assez suffisant pour vous aider. Et du coup, quelles sont les conséquences que le manque de sommeil, ou bien quand on ne dort pas trop, qu'est-ce que ça peut nous faire, en fait? Qu'est-ce que ça peut faire à notre santé? Comme conséquence, déjà,
vous êtes faible. Quand vous dormez pas bien, vous êtes faible. Quand l'organisme est faible, il est sujet à plein de maladies. Ouais. C'est-à-dire parce que, bon, je suppose que le système immunitaire n'est pas en forme. Parce que vous n'avez pas récupéré, vous n'avez pas dormi. Donc déjà, vous êtes exposé à plusieurs maladies. C'est pour ça peut-être qu'on disait tout à l'heure que le diabète, l'hypertension et tout, c'est vrai que ce sont des maladies chroniques qui peuvent être très dangereuses déjà pour la santé. Mais si déjà, avec ça, vous avez encore un problème qui peut se régler facilement comme l'insomnie, mais vous insistez pour ne pas dormir, vous voyez que c'est trop de pression pour l'organisme. D'accord. C'est trop de pression pour l'organisme. Je veux donc, à votre suite, ajouter pour dire que pour le psychologue que je suis, nous chargeons donc d'étudier le comportement, mais aussi des processus mentaux. Il y a des choses qui sous-tendent en fait nos comportements, un peu comme on peut parler de l'intelligence, de la mémoire et du raisonnement et d'autres choses. Vous voyez que quand nous avons un besoin de sommeil qui n'est pas corrigé, cela peut avoir un impact négatif sur notre mémoire, sur plein de choses, notre attention, voilà. Nos capacités cognitives, c'est ça. Mais justement, nos capacités cognitives. Également, c'est un problème pour la société parce que si vous êtes fatigué, que vous venez au travail, tout le travail reposera sur vos collègues parce que vous ne serez pas productif. Ouais. Voilà, oui, il y a même des accidents. Je venais tout à l'heure de souligner ces accidents, mais surtout dans le milieu professionnel. Il y a des accidents quand vous allez en usine et autres. Parfois, vous voyez des personnes amputées par la machine parce que ces personnes dormaient. Ouais, et là, et même dans le transport, vous voyez aujourd'hui, il y a plusieurs accidents. Parfois, on veut accuser, comme on appelle, le spirituel. C'est certainement peut-être lié à la fatigue parce qu'il n'a pas dormi. Justement. Donc, vous voyez. Ouais. Mais je vous ramène un peu en arrière. Quand on dort et qu'on a besoin de faire une petite pause pipi, par exemple, et qu'on ne se rendort pas, ça m'arrive. Est-ce que ça, c'est aussi un trouble? Ça peut être un trouble parce que, normalement, le long de la nuit, nous avons plusieurs cycles de sommeil. 4 à 6 cycles par nuit. Et un cycle peut partir de 60 même à 120. 120, donc la durée, c'est-à-dire quand on prend les différentes étapes du sommeil. Les 10 minutes, hein. Voilà, il dort, il se réveille un peu, il se rendort jusqu'à ce que le matin arrive. Bon, il peut se réveiller et puis la nuit, peut-être pour aller faire pipi, il revient. Il n'a plus sommeil parce qu'il a orienté certainement sa pensée sur autre chose. Voilà. Donc, est-ce qu'on a besoin de concentration pour s'endormir finalement? Parce que si on ne peut pas penser à autre chose, au risque, peut-être qu'on est des personnes fragilisées par quelque chose, déjà si on ne dort pas et qu'on réussit à dormir. Et maintenant, on se réveille pour une pause pipi, on ne peut plus se rendormir parce que notre esprit est certainement passé sur le boulot qu'on a demain. Ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a des gens qui font pipi, pensent à autre chose, ils se rendorment. Oui. Et ça, c'est peut-être une insomnie occasionnelle. Moi, je souligne pourquoi. Parce que ça peut être dans une période où, au boulot, il y a beaucoup de stress. Le stress, tu ne l'envoies pas tout de suite à la maison, mais dès que tu te réveilles et que tu vois que la journée est proche, ça peut te passer dans la tête, en fait. Et modifier, en fait, ce cycle du sommeil-là. Ouais. Alors, en termes de solutions, on parle souvent de méditation aussi. Oui, tout ça. Justement, alors pour revenir à ce que tu disais, c'est pas vraiment de la concentration, mais c'est plutôt arriver à se vider l'esprit, même quand on est trouver le moment de. Après, j'ai voulu rebondir quand on a parlé de concentration. Ouais. Le sommeil, en fait, comme on l'a dit, c'est quelque chose de naturel. Normalement. Il ne faut pas penser à dormir, à vouloir dormir. Non, mais vous dites ça, mais il y a des gens qui ne dorment pas. Quand tu ne dors pas pendant 2 jours d'affilée, tu n'as pas tendance à y penser. Quand on ne dort pas, c'est que ce n'est pas naturel. C'est pas naturel. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc certainement que vous avez orienté, comme vous le dites, votre esprit sur quelque chose d'autre et qui va donc occuper votre esprit. Et là, votre organisme est obligé donc de traiter ce problème-là.
voyez que donc, Avec une thérapie, voyez que peut-être. voilà, C'est ça, des tu vois, un hormones et petit peu autres vont apparaître et puis voilà, vous êtes en éveil. À quel point est-ce important de faire la sieste? Est-ce que c'est vraiment un complément? Parce que je sais que quand on était jeune, on aime bien nous forcer à faire la sieste. Moi, j'aimais pas ça. Je fais pas la sieste, mais il m'arrive d'être fatiguée. Et pour autant, comme je n'ai pas été élevée dans la culture de la sieste, ou du moins je l'ai pas fait, je n'arrive pas à le faire. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait venir aider, Oui. par exemple, les nuits qui sont un peu plus courtes? Oui, puisque on se dit, on a un temps pour dormir, une durée, donc pour dormir environ 8 heures. Ça dépend selon l'âge. Il y a donc la durée du sommeil, mais chez l'homme, chez les adultes, ça varie. Donc peut-être 6 à 8, 9 heures par jour. Mais je pense que quand nous faisons moins que ce temps requis, il va falloir rattraper. Parce que l'organisme lui-même le demande. D'accord. Voilà. Donc, se trouver un temps pour dormir, pour faire une sieste, ce serait bon, ce serait réparateur pour notre organisme. Moi, c'est le contraire. Quand je fais la sieste, je dors pas. Oui, moi, quand je fais la sieste, je dors pas la nuit. Sieste. Une sieste de combien de temps? Voilà, parce que... Il ne faut pas dépasser une heure. Oui, moi, je fais au moins 2h30. Non. Ah ouais. On te dit même qu'il faut faire 20 minutes de sieste. Alors, moi, ce que j'ai maximum. remarqué, par contre, c'est que parfois, au cours de la journée, je suis très fatiguée. Et si je réussis à fermer les yeux 30 minutes, je suis plus requinquée que parfois quand je dors la nuit et que je me réveille le matin. Parce que c'est C'est réparateur. réparateur, en fait. On n'a pas juste, pour la sieste, on n'a pas juste besoin d'un grand temps pour dormir. Voilà. Mais, comme on le disait tout à l'heure, j'ai parlé du chronotype. Parce que il peut se trouver que moi qui suis, je prends un exemple, moi qui suis du jour, la nuit, je suis appelé à veiller. D'accord. Alors que je ne suis pas habitué. D'accord. Il faut que je dorme. OK. Voilà. Bon, ben voilà. On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement, pour parler de ce sujet qui est très intéressant. Merci en tout cas à vous deux d'avoir intervenu sur le plateau des Femmes d'ici et pour toutes ces informations. Et vous, surtout, ne bougez pas. On se retrouve juste après une courte page de pub. À tout de suite. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, et après avoir parlé de troubles du sommeil, on va maintenant parler de relaxation parce que ça peut aider à Alors trouver... moi je baille, pardon, excusez-moi. Justement, on a trop parlé de sommeil, je suis désolée. Continuez. Anan. Et j'ai des prises en flagrant délit, j'étais comme ça. Alors, on va parler de relaxation, comme j'ai dit les filles. On va maintenant voir un maître yoga, je ne sais pas si vous connaissez un peu le yoga, un coach de yoga, qui va nous montrer un peu la relaxation et les bienfaits surtout du yoga. C'est dans le miroir 2, Maître Modou. À tout de suite. Étirement, position du guerrier et autres contorsions, relaxation. Bienvenue chez Modou, maître yoga. Tous les soirs, plusieurs passionnés de la discipline se donnent rendez-vous dans cette salle pour une session d'1 heure. Des femmes, des hommes, mais également des enfants. Tous à la recherche du bien-être mental et physique que procurent ces séances de Hatha Yoga. Tel un chef d'orchestre, Modou, pratiquant du yoga depuis une dizaine d'années, dirige ses apprentis yogis. Les différentes étapes sont la préparation du corps parce qu'on n'est pas tous habitués à pratiquer le yoga à tout temps. Donc il faut déjà préparer le corps. Donc nous avons une phase d'étirement et ensuite les postures et nous enchaînons avec l'automassage pour rééquilibrer les différentes sécrétions et on a la relaxation pour vraiment relâcher et se détendre. Pendant 60 minutes, toutes les parties du corps sont mises à contribution. Et si le yoga pratiqué ici est d'abord un sport, on lui attribue également des vertus thérapeutiques. Le yoga est le sport le mieux adapté pour notre nouveau mode de vie, avec ce monde rempli de stress. Et le yoga est le sport le mieux adapté parce que c'est d'abord un sport. Et en plus de cela, le yoga est une technologie, une science adaptée, une science de santé. Donc avec le yoga, on peut se soigner. En même temps, c'est un sport et ça permet de relâcher, de déstresser et vraiment de se libérer de toutes ces émotions.
Cela fait 6 mois qu'Edgar a découvert le yoga. 2 fois par semaine, il vient ici avec sa famille et semble avoir trouvé son bonheur dans cette discipline. Mais quand je pratique le yoga, j'ai du temps pour moi. Je prends le temps pour m'occuper de moi, pour faire ce que je veux dire. Je ne fais pas au bureau. Par exemple, tout ce qui est étirement, tout ce qui est relaxation. Quand je sors d'ici, je suis vraiment, on va dire, j'ai ce manque-là. En fait, je veux dire, j'ai acquis ce manque-là. C'est ce qui me permettrait d'avoir une journée pleine, on va dire pleine, remplie. Donc, c'est ce que je viens rechercher ici. Selon le coach, ce art est un excellent moyen pour le développement cognitif des enfants. Le yoga, on peut tous pratiquer le yoga. Même les enfants peuvent pratiquer le yoga. Pour les enfants qui sont beaucoup agités, le yoga est un très sport pour les apaiser. Et même aussi pour les aider à développer leurs capacités, à les recadrer. Ça les aide aussi à améliorer leur capacité de retenir et la mémoire aussi. Je me sens très bien. Je peux courir, tout faire. Je suis plein d'énergie. Parvenir à une harmonie marquée par un bien-être physique et mental, une recherche quotidienne pour ce maître yogi passionné. Oh, c'est trop mignon les enfants. Bonjour maître. Leur engouement est quand même très mignon. Comment allez-vous? Super bien. Et chez vous? Ça va. Merci d'être avec nous sur le plateau des femmes ici. Alors, on l'a entendu dans ce reportage, vous dites que c'est avant tout un sport et vous dites que c'est le plus adapté à notre société actuelle. Vous voulez dire en fait que tout va très vite et qu'il faut prendre le temps de prendre soin de son corps et aussi de s'étirer, de se relaxer, c'est ça? En fait, on ne marque pas de pause. Et tout va très vite, comme vous venez de le dire. Il faut un moment pour soi-même. On ne va pas tout le temps rester dans cette chaîne parce que personne n'est pas arrêté ce film-là. Et donc, il faut prendre un temps pour soi-même, essayer de prendre soin de notre corps. La plupart du temps, notre corps nous fait des signes, mais bon, on ne prête pas trop attention. C'est lorsqu'il commence à crier qu'on se retrouve à l'hôpital. Alors, moi, je veux revenir. Est-ce que le yoga peut aider à dormir? C'est vrai que c'est le thème du jour aujourd'hui. D'accord. Dormir, déjà, il faut déjà repérer les organes qui vont avec le sommeil. Le sommeil, c'est situé au niveau de la tête. Déjà, il faut libérer la tête. Donc, il y a une glande qui est responsable du sommeil, c'est la glande pinéale. En fait, dans la journée, elle est censée sécréter de la sérotonine, une hormone qui permet d'être en éveil pour vaquer à nos occupations. Et au coucher du soleil, la glande est censée sécréter de la mélatonine. Et c'est cette hormone qui permet de bien dormir et bien récupérer. Okay. Donc, le yoga permet de la sécrétion de cette... Le yoga permet de régulariser la sécrétion hormonale de cette glande. Parce que si on n'arrive pas à dormir, c'est parce que la glande continue de sécréter de la sérotonine, même le soir. Pendant la nuit, alors qu'elle ne dort pas. Et là, on ne dort pas, on est en mode veille, en fait. Oui. Quand vous dites que le yoga permet de se soigner, ça soigne quoi? Oui, quand on dit le yoga permet de se soigner, il faut comprendre le mode de fonctionnement du yoga. Les postures du yoga stimulent les différentes glandes du corps, c'est-à-dire équilibrent les sécrétions hormonales. Le corps biologique n'est rien d'autre qu'une machine qui fonctionne avec de petits moteurs qu'on appelle les glandes. Et la plupart des maladies, c'est lorsqu'il y a un déséquilibre hormonal. Je prends le diabète, c'est le pancréas qui sécrète plus d'insuline ou moins d'insuline. Selon le type d'hormones sécrétées, on a une maladie. Donc, pareil pour le foie, pour les reins. L'hypertension, c'est les reins. Lorsque les reins sont interstiqués, ils sécrètent plus de rénine. Alors, le foie va sécréter une autre hormone appelée l'angiotensinogen 2 et la testostérone qui vont mettre des pressions sur les artères. On a l'hypertension. D'accord. Voilà. Et donc, avec le yoga Avec le yoga, ça permet aux différentes glandes de fonctionner correctement. Et si on a déjà ces maladies-là, on peut quand même pratiquer le yoga? Oui, mais c'est la raison du yoga. Lorsqu'on a ces maladies, c'est de vraiment revenir encore travailler sur le mécanisme de la glande pour équilibrer sa sécrétion. D'accord. Alors, vous devez faire une démo tout à l'heure.
Donc, je pense qu'on va passer dans le labo. D'accord. Pour voir quelques petites positions de yoga. Parce qu'aucune d'entre nous n'est vraiment pratique le yoga. Moi, je l'ai fait quelques fois, mais je ne suis pas une Moi, j'ai fait une fois et j'ai fui. Je ne suis pas régulière et c'était du vinyasa d'ailleurs. Vous, c'est hatha yoga. Vous pouvez juste nous expliquer un petit peu la distinction quand même? Enfin, c'est quoi le hatha yoga? Le hatha yoga, c'est le yoga qui est vraiment axé sur les postures. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas histoire de religion, mais c'est plus côté sport. D'accord. Il n'y a pas l'aspect spirituel qui va avec l'hindouisme. Spirituel, voilà. On va y aller maintenant. OK. Faut pas tomber. Hein. Vous allez faire attention à la marche. Alors, qu'est-ce que vous allez nous montrer comme position? D'accord. Là, on va commencer avec une posture très simple. D'accord. Qui est la pose du cobra. La pose du cobra. Cobra. Ouais. D'accord. Donc, mettez-vous là. Non, je ne vais pas faire avec vous. Non, mettez-vous là, mettez juste vous là. Okay. Voilà, je vous présente un peu la posture. Vous pouvez bien voir, quoi. Voilà. D'accord, allons-y. Donc là, on se met à plat ventre. Les bras au niveau de la poitrine. D'accord. Là, on va expirer. Et profonde inspiration, je remonte là. Comme un cobra. Comme un cobra là. La tête est bien retournée, je bloque la respiration. Et je reviens tout doucement en expirant. D'accord. Donc, et voilà. C'est quoi la particularité de cette posture-là? Qu'est-ce que ça fait? Cette posture assouplit la colonne vertébrale, arrange les déviations de la colonne vertébrale. Et pour les femmes, cette posture est vraiment une très bonne posture que les femmes devraient pratiquer au moins une fois par jour parce que ça agit sur tout ce qui est tous les problèmes reliés à l'organe génital de la femme. Ah bon? Oui. Juste se mettre comme ça, inspirer. C'est pas juste se mettre comme ça. Bon, c'est pas juste, mais en fait, se mettre comme ça. Oui, se mettre dans cette posture, accompagné de respiration. Il y a la respiration. Comme je disais tout à l'heure, le yoga est une science, c'est une technologie. Donc, c'est pas juste venir transpirer ou venir faire juste un sport. Nous savons ce que nous faisons. Cette posture est accompagnée de respiration et un temps de rétention de la respiration. Selon ça, nous savons sur quel organe nous travaillons. Okay. Donc là, dans cette posture, la plupart, nous travaillons sur les déviations de la colonne vertébrale et les problèmes liés à l'organe féminin. D'accord. Et on a une autre posture encore que vous pouvez nous montrer? Oui, très simple. Rapidement, là, par exemple, ça, c'est la posture de l'arbre. De l'arbre? L'arbre, oui. Il faut de l'équilibre pour ça. Ouais. Et ça, si on fait quand on veut tomber? Exactement. C'est l'objectif de cette posture, c'est d'entraîner l'équilibre. OK. D'entraîner l'équilibre, la concentration. D'accord. La concentration, l'équilibre. Et cette posture améliore la circulation de l'énergie. Voilà. Donc, c'est ça. Et à partir de quel âge les enfants peuvent commencer à faire le yoga, comme on a vu Bon, moi, je commence à partir de 8 ans au moins. Là, l'enfant peut facilement... C'est ça. Voilà. Mais je pense que tout le monde peut pratiquer le yoga. Il y a le yoga des bébés et tout ça. Mais moi, pour... Yoga des bébés, ouais. Oui, juste on prend le bébé, on essaie de faire des postures avec le bébé. Mais moi, je commence à partir de 8 ans parce que là, j'avais le temps de pouvoir bien communiquer avec l'enfant. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Maître Modou. Nous sommes déjà à la fin. Est-ce que vous faites des séances à domicile ou c'est des séances... Oui. Et mes séances sont vraiment axées sur la santé. Pas du yoga pour devenir acrobate, non. Mais plutôt montrer que le yoga est un sport, mais en même temps une méthode, une alternative pour ses besoins de santé. Donc, je donne des cours privés et des cours de groupe à New York Showroom. Ouais. Merci beaucoup, coach Modou. C'était un plaisir d'être avec vous. Quant à vous, on se retrouve tout de suite. Namasté. Namasté. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour la toute dernière partie de cette édition des Femmes d'ici. Alors on a parlé troubles du sommeil et insomnie, on a parlé yoga, on va continuer sur notre lancée et parler d'autres activités qui peuvent nous satisfaire l'esprit, on va dire, dans la Minute Culture de Dija.
Alors oui, les filles, aujourd'hui, quand on parle de divertissement, on a tendance à penser sortir, aller en boîte et tout ça. Mais il y a une nouvelle façon de se divertir à Abidjan et j'apprécie particulièrement ces inventions, entre guillemets. Il s'agit de l'apéro coloré. Je vais vous parler de deux divertissements. L'apéro coloré, en fait, c'est un concept où les jeudis, en after work, on se retrouve. C'est plusieurs personnes qui viennent, qui s'inscrivent donc sur la page Facebook et qui viennent. Quand vous arrivez, on vous donne un tableau, on vous donne des pinceaux, de la peinture, et il y a un thème. Donc, en fonction du thème, il y a un coach qui est là, un professeur d'art qui vous aide, qui vous guide dans la réalisation de vos œuvres d'art, et c'est ponctué de cocktails. Voilà, c'est vraiment un apéro. Mais et ce qu'il vise, c'est vraiment la mixité, parce que c'est plusieurs personnes qui ne se connaissent pas, mais qui sont amoureux de l'art et qui se retrouvent autour de quelque chose qu'ils aiment. Donc, ils partagent un moment ensemble. Ça permet, c'est un peu de networking aussi, parce que voilà, vous vous rencontrez, vous discutez, vous échangez. Et je pense que c'est mieux de faire ça, c'est sain, c'est plus sain déjà. Ça change aussi. Ça change. Voilà. Quand parfois, on s'intéresse à l'art, mais on ne sait pas par où commencer, qu'a dit d'ailleurs. C'est vrai, j'ai dit, oh là là, je suis faut commencer par là, juste aller s'essayer, même si on ne s'y connaît pas. Le moment qu'on passe ensemble, c'est un moment de qualité, c'est beaucoup plus sain que peut-être d'aller en boîte. Alors, on peut réveiller un génie en soi. Oui, exactement. On développe son côté créatif, en fait. Tout à fait. Et c'est pas cher, c'est 10 000 francs. Toutes les informations pratiques sont sur leur page Facebook. C'est l'apéro coloré. Je vous invite vraiment à aller voir ça. Et le plus, c'est que tous les objets sont recyclables. C'est vraiment... Donc, il y a une dimension écologique. Exactement. Et c'est des objets d'artisans locaux. Donc, en plus de promouvoir l'art dans son intégralité, aussi, il y a la promotion des artisans. Et puis, le côté écologique, bien sûr, qui est... Alors, ce qui est drôle, c'est qu'à Abidjan, il y en a de plus en plus des événements comme ça. Moi, j'ai participé à un, et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelait Paint and Sip ou Sip and Paint. C'est pareil, c'est le même principe, c'est apéro. Et, enfin, tu peux boire un verre et puis faire de la peinture en même temps. Ouais. C'était pour la journée de la femme, d'ailleurs. Et je pense qu'il y en a un autre aussi. Enfin, ça se fait de plus en plus, effectivement. Et c'est vraiment Parce que je pense qu'ils ont compris qu'on a besoin d'autres choses. Et on change aussi nous autres, là. On ne va pas en boîte, on va pas on sort pas la nuit. Et même ceux qui vont en boîte, parce que moi, c'est mon cas. Parfois, moi, j'aime faire plein de choses différentes. Oui, t'as besoin de changer, quoi. Et je trouve que c'est sympa d'avoir des options. Et puis, on les a reçus il n'y a pas très longtemps. C'est les cuisiniers. Donc, la cuisine, pour faire référence au jeu quiz et non pas à la cuisine manger. Donc, pareil, c'est un concept aussi qui est assez nouveau. Donc, vous vous retrouvez autour, encore une fois, d'une thématique de personnes qui aiment la culture, en l'occurrence, parce que c'est des quiz de culture générale, mais qui sont thématisés. Voilà. Donc, on parle de plusieurs choses. Ça peut être des voitures, ça peut être du travail, de l'école, enfin, de plein de trucs. Et il y a des quiz. Ce qui est important à retenir, c'est que je parlais tout à l'heure de networking, c'est vraiment ça. Donc, vous venez, vous ne savez pas qui vient. Vous pouvez venir en groupe, mais vous ne savez pas qui participe en retour. Et vous faites des équipes, pas avec les personnes avec qui vous êtes venus, mais c'est vraiment un mélange. Et donc, en plus de ça, il y a la nourriture, vous mangez, vous buvez, vous repartez avec des cadeaux. Si vous gagnez. Que demande le peuple? Si vous gagnez. Oui, si vous gagnez. Ouais, les perdants n'ont pas de cadeau. Mais voilà, et donc, encore une fois, c'est bien de se divertir différemment, de changer un peu de ce qu'on a l'habitude de faire, des chills à droite, à gauche. Répéter. Voilà. Merci beaucoup, Dija, pour toutes ces informations. Alors, nous, on nous attend en tournant d'ailleurs la cuisine. Oui. On est invités. Et voilà, d'ailleurs, la prochaine session, donc, c'est samedi 24. Et le thème, c'est le travail. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. On va y aller. Ça promet, on va y aller, on y sera. Bon, alors les filles, on va passer à présent à un petit moment que notre public, le public des femmes d'ici, affectionne tout particulièrement. C'est le sans tabou. Aujourd'hui, on reste sur le plateau principal pour changer un petit peu. Mais c'est le même principe. On a posé une question sur les réseaux sociaux à nos téléspectateurs, à nos internautes. Et cette question aujourd'hui, c'était une femme peut-elle faire le premier pas? C'est-à-dire dans son rapport avec l'autre, donc avec l'homme. Alors, 58% des personnes sondées, interrogées, ont répondu oui, une femme peut faire le premier pas. Et 42% des personnes interrogées ont répondu non, elle ne peut pas. Réaction. Une femme peut faire le premier pas. Moi, je pense que oui. C'est-à-dire, si un gars, il te plaît vraiment, parce qu'il faut vraiment qu'il te plaise trop. Pour le faire, c'est ça? Oui, pour le faire.
S'il te plaît, genre, à moins, non, c'est pas la peine. S'il ne peut pas se débrouiller, c'est pas la peine. Mais s'il te plaît vraiment de ouf, et puis le gars, il réfléchit pas trop, il sait pas ce qu'il doit faire. Toi, tu vas lui montrer ce qu'il doit faire. C'est tellement normal. Pour moi, c'est non. Ah non, ouais, je m'attendais pas à ça de ta part. Non, parce que... Comme tu es toujours en train de dire les femmes, c'est pareil que les hommes, pourquoi Oui. Je dis ça parce que quand on est dans la relation, c'est la femme qui fait tout pour maintenir la relation. Donc, en plus de maintenir la relation, je ne vais pas aller la commencer, en fait. Alors moi, je sais pas... Tu fais dans des caricatures, là. Non, pas de... Mais pourquoi c'est une femme qui fait tout pour maintenir la relation? Ça dépend. On a reçu le sociologue ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, ça, c'est en bon. général, non, je dis pas... Si une femme se sent à l'aise pour aller vers un homme, tant mieux pour elle. En ce qui me concerne. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Voilà. Oui. Non, moi, je parle même du fait que la femme qui fait tout pour maintenir le couple, là, pas forcément. Ah ouais? Ça dépend. Il y a plein d'hommes qui sont fous amoureux, qui font tout pour maintenir. Qui sont fous amoureux, je ne dis pas non. Mais qui maintiennent aussi, qui maintiennent. Tu vois les hommes qui se battent pour leur femme là, tu vois pas ça? Oui. Et puis le gars il souffle même dans sa chair à côté de la go. D'accord, mais en ce qui me concerne, je pense que non. Je pense que non. Traditionnellement, enfin moi je suis un peu dans les classiques aussi, il faut savoir. Pour moi c'est l'homme qui fait le premier pas, c'est l'homme qui courtise. Et c'est la période où pour moi la femme savoure le plus quand elle est courtisée. J'avoue, c'est quand même sympa. C'est très intéressant. C'est la période où la femme savoure le plus, où elle se sent belle, elle se sent désirée, etc. Donc je ne veux pas me gâcher ce plaisir-là à aller faire ressentir ça à un homme. Après en fait, maintenant, je peux lui donner des signaux. Ouais. Voilà, pour lui dire viens. Oui, voilà. alors c'est vrai, en fait ce que tu dis ça permet de définir, parce que faire le premier pas, ici on entend aller vers l'homme et aller faire en gros briser la glace, être la première personne à parler et peut-être même à montrer l'intérêt. Tu me plais ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que les femmes, je pense que naturellement, on a quand même cette capacité, sans être, en étant subtil, sans être comme ça frontale, à faire comprendre à l'autre. Exactement. Donc on est intéressé dans la subtilité plutôt que frontalement. Mais oui, bien sûr. En fait, le premier pas aussi, le premier pas des hommes et le premier pas des femmes, c'est pas la même chose. Je suis d'accord. La femme, elle fait le premier pas, mais elle le fait subtilement. Parce que quand tu vois le gars, il est assis au restaurant, et toi, il est là, il est bien, et tout, toi, tu es là, tu es dans ton coin. Mais tu peux venir, est-ce que c'est pas vous que j'avais vu dans tel... Bon, allez, tenez ma carte, donc ça, on a déjà parlé de ça, je sais plus sur quelle émission, mais c'était encore c'est toujours de la manipulation. Genre, mais je t'ai vu quelque part, alors que c'est pas vrai. Mais tu vois, là, par exemple, tu lui montres que, voilà, la porte est ouverte. Parce que sinon, tu peux t'asseoir. Moi, j'ai ma tante, là, qui a dragué mon oncle. J'ai dit, tu vois, ils sont mariés, ils ont 4 enfants. Parce qu'elle, là, elle joue pas ça. Elle dit, non, mais t'as raison, en fait. Oui, elle me dit, mais ton oncle qui est là, il était trop timide. Il n'aurait jamais fait. Il n'aurait jamais fait le premier pas. Alors que lui, si tu le vois, il adore sa femme. Voilà, en fait, donc il y a des hommes comme ça. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a des cas de figure où tu vas vraiment avoir un coup de cœur et peut-être que la personne est trop timide, ou alors on sait que les hommes aussi se font souvent rembarrer, enfin non, même rembarrer, c'est-à-dire que ils draguent et bon, peut-être qu'il prend toujours des râteaux. Bon, il y a une petite peur qui s'installe et donc si jamais par exemple tu es entouré. Alors, en fait, je pense qu'il y a aussi des cas de figure qui découragent. Si tu es entouré de plein de monde, où il y a des hommes autour de toi, ils se disent, bon, finalement, cette fille, elle est peut-être pas célibataire, ou il y a plein de femmes avec elle, ou ses copines, peut-être qu'elle n'a pas envie d'être dérangée. Le fait d'aller vers la personne, finalement, tu aides. Peut-être que tu sens qu'il y a quelque chose qui est là, mais c'est toi qui fais le premier pas. Alors, moi, je suis un peu comme toi. Ça peut être flatteur pour un homme de Après, moi, je suis d'accord avec... Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Parce que je pense que j'ai pas... Je pense que c'est plus une question de courage. De personnalité aussi, je me dis. De courage, en réalité, je pense que je n'oserais pas. Parce que c'est vrai... Et puis, il y a le petit côté malin aussi, genre, pourquoi, quoi. Enfin, non, je suis là... C'est bon, quoi, tu te prends pour qui? Mais en réalité, je respecte les femmes qui le font. Oui, moi, franchement. Alors, moi, c'est un truc que j'ai jamais fait, comme je dis, mais je peux le faire si je sais que le gars, il est trop timide. Tu peux le faire, tu es mariée, ça finit. Oui, je suis déjà mariée, c'est vrai. J'aurais pu le faire si, par exemple, mon mari l'aurait pas fait, par exemple. Je l'aurais fait parce que tu vois, c'est l'homme qui te faut. Voilà, c'est l'homme qui se passait. Il faut que tu y ailles. C'est peut-être que je suis pas encore tombée sur la personne. Peut-être que je vais y aller, mais je ne. Et puis tu sais que déjà, là tu sais qu'il y a des hommes, par exemple, qui voient une femme, ils sont fous d'elle, mais à cause de la personne dont tu es là, il se dit que tu es inapprochable. C'est ça, c'est ce que je disais. Il y a peut-être l'impression que tu es fermée. Vraiment. Un homme qui veut venir vers moi, il doit être courageux. Si il a peur de venir vers moi, c'est que je suis d'accord. Elle a raison aussi, c'est pas sexy. En réalité, pas du tout. Souvent là, non. Laissez à faire des stars là. Laissez à faire des stars là. La réalité là, elle est autre chose. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en même temps, si jamais son critère à elle, c'est aussi un homme qui ose et qui va vers elle. Mais après, il va oser. Regarde ce que Patricia Isabelle Anno a dit la fois dernière, que quand on voit les femmes
femmes à la télé et tout, on pense qu'elles ont beaucoup de dragueurs, mais elles n'ont pas de dragueurs, n'ont personne. Les gens ont peur. Mais un gars comme ça, il veut vraiment de toi. Mais il faut que toi aussi tu lui sois montres courageux, que... déterminé. Moi, je veux pas quelqu'un qui a peur de venir me parler. C'est même pas là. Si tu as peur, oublie, même laisse. Tu dis tiens, she's back. En fait, je me disais, elle est trop soft, mais ça y est. Non, mais c'est clair. Si tu as peur d'aller vers une femme, c'est que peut-être t'es pas. Non, c'est pas pour moi en fait. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est. Mais il y a les circonstances quand même. Il y a des circonstances. Mais bon, je comprends ce que tu dis. Il faut réfléchir. Bon alors DJ, je sais que tu as envie de continuer à avoir cette discussion. On va la voir backstage parce que l'émission touche à sa fin. On vous invite comme d'habitude à en débattre chez vous et n'hésitez pas à commenter et à répondre à cette question. Une femme peut-elle faire le premier pas sur nos pages Facebook et Instagram, donc la nouvelle chaîne ivoirienne. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye.